Avant les élections du 9 juin, La Loupe vous propose de comprendre comment les institutions européennes influencent notre quotidien dans une série de 5 épisodes. Est-ce toujours la faute de l'Europe, comme on l'entend beaucoup chez nos politiques ? Une Europe unie, une Europe forte, une Europe puissante et généreuse. L'Europe, l'Union européenne. L'Europe, la faute à Bruxelles. L'Europe, l'Europe, l'Europe. Tout le monde parle de l'Europe. Des institutions ici européennes qui encouragent cette immigration massive. Les frontières extérieures de l'Union européenne ne sont pas tenues. Parce que la Commission européenne, en réalité, voit l'immigration illégale comme un projet et non pas comme un problème. Nos frontières, aujourd'hui, sont le lieu de l'impuissance publique. Pourquoi ? Eh bien, pour beaucoup de raisons qui tiennent à l'impuissance organisée au plan de l'Union européenne. Pendant vos vacances, vous avez peut-être déjà pris le train entre la France et l'Italie. Un trajet assez rapide pour lequel vous n'avez remarqué aucun contrôle policier à l'aller. Mais au moment du retour, alors que vous passiez en Savoie, vous avez sans doute noté une présence importante d'agents. En gare de Modane, les forces de l'ordre vérifient les billets et les papiers d'identité, puis font descendre sur le quai 1 ou 2 personnes avant que le train reparte. La scène est la même à Menton et également en revenant d'Espagne à la gare de Perpignan ou celle d'Hendaye. Ces dernières années, la France, comme ses voisins, a renforcé la surveillance douanière alors que les arrivées de migrants, notamment depuis la Méditerranée, se poursuivent. Mais l'Europe nous empêche-t-elle d'avoir le contrôle sur nos frontières, comme on l'entend souvent ? La réponse dans cet épisode. Cette fois-ci, nous prenons la direction de Bruxelles dès le début de notre podcast. Nous retrouvons Isabelle Horry, la correspondante de l'Express et spécialiste des questions européennes. Bonjour Isabelle. Bonjour Charlotte. Isabelle, est-ce qu'avec l'Union européenne, la France a perdu le contrôle de ses frontières ? La France garde une part de contrôle en fait. Elle peut rétablir des contrôles à ses propres frontières quand ça lui semble pertinent. Souvenez-vous par exemple de la période du Covid où beaucoup de pays ont repris la main sur qui entrait sur leur territoire. Mais voilà, nous avons fait le choix de vivre dans ce qu'on appelle l'espace sans frontières entre les pays de l'UE, plus précisément dans l'espace Schengen. Et donc la plupart du temps, on peut passer les frontières entre 2 pays comme si on allait par exemple de la Bretagne à la Normandie. Cette liberté nous permet aussi de faire circuler des marchandises facilement, d'aller où on veut dans l'espace européen. Et donc, déjà, si on rétablit les contrôles aux frontières de chaque pays, ça va entraver la circulation des personnes, mais aussi celle des marchandises. Et puis surtout, ça coûterait beaucoup plus d'argent d'employer des douaniers. Ça, c'est pour les atouts de l'espace Schengen. Est-ce qu'il y a aussi des inconvénients ? Alors, la contrepartie de cette libre circulation, c'est que la frontière de la France, elle est maintenant aux frontières extérieures de l'Union européenne. Et comme c'est un espace unique, toute personne qui entre dans l'espace européen à un point d'entrée, eh bien, elle peut potentiellement voyager jusqu'en France ensuite, quasiment sans être contrôlée. Et donc, les contrôles, en fait, pour savoir qui rentre dans cet espace commun, ils ne se font pas en France, mais ils se font en Grèce, en Italie, entre la Serbie et la Hongrie, ou alors dans les différents aéroports. Ce sont surtout les pays qui sont en contact avec le reste du monde qui sont responsables de faire les contrôles pour tout l'espace Schengen. Alors, ils peuvent aussi être aidés par l'agence Frontex et par ses gardes-frontières européens. Tout ça, Isabelle, ça veut dire que le sujet de l'immigration pèse principalement sur certains pays, comme la Grèce ou l'Italie. Tout à fait. En fait, ils sont en première ligne face aux flux migratoires. Normalement, jusqu'à aujourd'hui, selon les règles de ce qu'on appelle le règlement de Dublin, les demandeurs d'asile doivent rester dans le pays où ils sont arrivés en premier et où ils ont fait leur demande. Et ces pays, souvent, ils se sentent un peu délaissés par le reste de l'Europe. Et donc, eux, face à cette tension migratoire, ils ont souvent laissé les gens passer. C'est comme ça que ces demandeurs d'asile arrivent jusqu'en France, par exemple. Et c'est pour limiter les arrivées de ces gens que la France a rétabli des contrôles à certains points de passage avec l'Italie. Elle essaye de les refouler vers l'Italie, qui est censée, avec ce fameux règlement de Dublin, gérer leurs dossiers. Ils sont censés rester sur le sol italien. Et donc, que font les institutions européennes pour aider ces pays en première ligne ? Alors, les Européens cherchent des solutions depuis des années sur ces questions des contrôles aux frontières et aussi sur cette question de la solidarité entre les pays qui sont en première ligne et les autres. Avec une frontière commune, il faut accepter de gérer la question en commun. Donc, il faut accepter d'aider les Grecs et les Italiens. D'où ce qu'on appelle le pacte asile et migration qui a été adopté au mois d'avril, qui entrera en vigueur en 2026. Alors, cet ensemble de textes prévoit notamment un contrôle renforcé des arrivées des migrants dans l'Union européenne,
Ils vont pour la plupart se retrouver dans des centres fermés près des frontières. Ça permettra de renvoyer plus rapidement ceux qui n'ont pas accès à l'asile et puis de les séparer de ceux qui potentiellement, eux, vont pouvoir rester en Europe. Et il y aura aussi un mécanisme de solidarité obligatoire au profit des États qui sont sous pression migratoire. Les autres États membres devront contribuer soit en prenant ces demandeurs d'asile qui sont quasiment sûrs de rester en Europe, soit en apportant un soutien financier. Au-delà de la régulation, Isabelle, il y a aussi la question du nombre de ces entrées de migrants. Oui, mais en même temps, attention, c'est pas parce qu'on fait partie de l'Union européenne qu'il y a plus de demandeurs d'asile. C'est juste la situation du monde qui fait que de plus en plus de gens ont envie d'immigrer en Europe parce que la situation économique est compliquée chez eux, parce qu'il y a la guerre, parce que aussi il va y avoir des tensions sur le climat. Les règles européennes n'y sont pour rien. En fait, certains voudraient tout simplement empêcher les gens de venir, mais ça, c'est un autre sujet. On comprend maintenant les règles européennes qui gèrent la politique migratoire au sein de l'Union. Merci Isabelle. À la semaine prochaine. Isabelle Horry, correspondante de l'Express à Bruxelles. Dans la suite de cet épisode, on va s'intéresser au cas particulier de la France. Vous allez l'entendre, de nombreux textes non européens régissent l'immigration en France. Celle qui suit de près le sujet à l'Express, c'est Agnès Laurent, grand reporter. Bonjour Agnès. Bonjour Charlotte. Avant de s'intéresser au texte, de quels chiffres on dispose concernant l'immigration en France ? Déjà, tout dépend de quoi on parle. Est-ce qu'on parle uniquement de l'immigration économique et familiale ? Est-ce qu'on parle des demandes d'asile ? Alors en ce qui concerne la première, le nombre de titres de séjour a peu augmenté ces dernières années. 1,4% entre 2022 et 2023. Et c'est essentiellement l'immigration économique et étudiante. Très peu l'immigration familiale qui augmente. Les demandes d'asile, en revanche, ont augmenté. On est à 145 000 pour l'année 2023. Mais ce qui est important, c'est le nombre d'octrois de statut de réfugié. Et là, on est à 60 000, ce qui n'est pas considérable. Et l'autre signal important, c'est les renvois dans les pays d'origine. Et ça, c'est plutôt en augmentation de 15%, même si les volumes restent quand même assez modestes. Donc, ce qu'il faut retenir surtout, c'est qu'au niveau européen, finalement, la France est un pays d'assez faible immigration en comparaison des autres pays, puisqu'on est au 16e rang dans l'Union européenne, avec un taux de 10,3% rapporté à la population française, ce qui est assez faible, puisqu'en Allemagne ou en Belgique, on est à 18%, en Espagne, on est à 15%, et en Italie, on est à 11%. On garde bien tout ça en tête, c'est très important. Pour ce qui est du droit, quelle maîtrise a la France concernant sa politique migratoire ? Alors, il y a d'autres contraintes que celles dont a parlé Isabelle, notamment des contraintes internationales, puisqu'on a signé tout un tas de conventions internationales souvent liées aux droits de l'homme. La première, c'est par exemple la Convention de Genève, qui régit le droit d'asile. Par exemple, il y a le principe du non-refoulement, ce qui veut dire que dès lors que quelqu'un dépose une demande d'asile en France, on est obligé de l'examiner. On peut la refuser, mais on est obligé de l'examiner. Le deuxième point, c'est les conventions internationales des droits de l'homme, qui sont à différents niveaux et qui imposent des droits fondamentaux. Par exemple, celui de vivre en famille. Et donc, c'est un droit très important qui est souvent invoqué par les gens qu'on essaie d'expulser du pays. Et là, ce sont les tribunaux qui décident, ce ne sont pas les États. Donc, la France n'a pas totalement la main là-dessus, parce qu'elle est obligée de respecter tout simplement les conventions qu'elle a signées. Enfin, il y a un dernier élément, ce sont les relations internationales qu'on a avec un certain nombre de pays. Et comment elles pèsent dans le nombre d'immigrés ? Pour expulser quelqu'un, il faut un laissez-passer consulaire du pays dont il est originaire. Or, ces pays ont tendance à délivrer assez peu de laissez-passer consulaires pour différentes raisons. Soit pour des raisons économiques, parce que l'immigration, c'est souvent une ressource pour ces pays, soit pour des raisons plus humaines, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas forcément récupérer des ressortissants qui sont des délinquants, soupçonnés de terrorisme, etc. Donc, ils y vont très doucement, et il y a eu notamment un très gros bras de fer avec les pays maghrébins il y a quelques mois avec la France. La France ayant fait un petit chantage en disant plus de visa tant que vous ne nous délivrez pas de laissez-passer consulaire. Mais tout ça n'a pas le lien avec l'Union européenne. Agnès, malgré tous ces textes et toutes ces conditions qui vont peser sur le nombre d'immigrés, les gouvernements français mettent régulièrement en place de nouvelles politiques migratoires, dont une votée en janvier. Quel effet ça a sur les flux ? Alors assez peu, comme toutes les lois qui ont été votées entre 80 et 2022, il y en a eu 29 en France. La dernière, celle de janvier, elle impose des conditions un peu plus strictes en matière de maîtrise du français, par exemple, pour accorder un titre de séjour. Elle renforce un peu les possibilités d'expulsion, mais finalement, ça n'aura probablement pas vraiment d'effet sur
sur les flux. Et en plus, le débat est souvent assez biaisé parce qu'en fait, les politiques font de l'immigration un sujet politique, justement, et s'attachent à des sujets comme l'AME, les aides sociales, dont on ne sait pas s'ils ont un effet sur les flux migratoires. Donc en fait, on se décale par rapport au sujet qui est les entrées et les sorties. Et l'autre sujet qui est assez mal traité, c'est l'intégration, puisque en fait, on mélange un peu tout. Et le problème, quand on a l'impression qu'il y a beaucoup d'immigrés en France, c'est parce qu'il y a un problème d'intégration, en fait. Or, ce ne sont pas des immigrés, ce sont souvent des gens qui sont déjà français, 2e ou 3e génération. Et donc, on est sur un autre débat. Et la France a un peu abandonné cette mission d'intégration. Merci beaucoup, Agnès. On y voit plus clair dans ce débat majeur de l'élection à venir. Merci, Charlotte. Agnès Laurent, grand reporter à l'Express. Tous les articles de la rédaction concernant les élections européennes, qui se tiennent le 9 juin, sont à lire dans le magazine et sur l'express.fr. L'abonnement numérique est toujours au prix d'1 € le premier mois. Chers auditeurs, cette série continue mardi prochain avec un podcast consacré au prix de l'électricité en Europe. Alors pour ne pas le rater, pensez à suivre La Loupe sur votre plateforme d'écoute, par exemple Deezer, Castbox ou Spotify. Cet épisode a été monté par Milena Rossi et réalisé par Jules Cros. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe.